J'ai à mes côtés le docteur William Straw, que je vais présenter. Bonjour, William Straw. Je vais le présenter. C'est un professeur au département des communications de l'Université McGill. Le Dr. Straw, il est considéré comme un pionnier de ce qu'on nomme maintenant comme les études de la nuit. C'est un champ de recherche interdisciplinaire qui s'intéresse à la complexité dis-je, de la nuit comme objet d'intérêt pour les sciences sociales et naturelles. Il y a une grande partie de son travail qui porte sur les dimensions sociales, institutionnelles de la musique populaire et sur le développement de la notion de scène musicale. C'est un spécialiste des scènes disco et new wave à Montréal, au Québec et au Canada. Will, ma première question va être très simple. Est-ce que c'est bizarre d'être dans un sommet de la nuit, de parler de la vie nocturne à 9 h le matin? Oui, la plupart des événements à lesquels j'ai participé récemment sur le nuit se passent le matin, un peu parce que si on tient en compte le décalage horaire avec l'Europe aussi, en Amérique du Nord, on est toujours le matin. Ouais. Fait qu'on est habitué quand même de se lever tôt, de se coucher tard et se lever tôt. C'est un bon plaisir, ça. Je le disais en introduction, la nuit, évidemment, elle est au cœur de l'histoire de Montréal. Et là, vous nous avez préparé, c'est-à-dire une présentation qui va nous présenter un peu plus de son histoire, qui va contribuer à mettre en valeur les différents atouts des nuits montréalaises dans une perspective de développement économique qu'on dit 24 heures, de rayonnement international, dit aussi de moteur culturel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus avant qu'on plonge dans votre présentation? Bien, j'aimerais dire d'abord que Montréal se vante toujours de ses nuits. On pense qu'on a été connu depuis un siècle comme une ville de nuit vivante, mais en même temps, toute l'histoire de Montréal, c'est une histoire un peu de la répression de la nuit, l'anxiété autour de la moralité de la nuit. Alors, c'est cette dualité que j'essaie de montrer dans la petite présentation que vous allez voir. On va aller voir ça immédiatement. Bonjour. Merci aux organisateurs, organisatrices de m'avoir invité. Je vais vous donner un portrait très rapide et évidemment un peu superficiel des nuits montréalaises depuis un siècle, plus ou moins. Alors, allons-y. Dans les années 1920, une chanson avec succès avait comme titre « Hello Montreal ». En fait, le titre c'était « Goodbye Broadway, Hello Montreal ». Composé par le fameux Irving Berlin. C'était une chanson sur les Américains qui prenaient le train la nuit pour aller boire de l'alcool dans les boîtes de nuit de Montréal parce qu'à l'époque, aux États-Unis, la vente légale de l'alcool était interdite. Alors, on a ici une des deux faces, disons, de la réputation de Montréal et de sa vie nocturne à l'époque. L'autre face, on trouve dans un article de ce qu'on appelle le Bible du show business américain, la revue Variety, qui disait à un moment donné, dans 1925, que Montréal était « the world's worst city », la pire ville du monde, à cause de du fait que sa vie nocturne était incontrôlée et que sa police était corrompue. Et ces deux visions des nuits de Montréal, attrayantes d'une part effervescentes, mais en même temps dégradées, corrompues, persisteraient au cours du XXe siècle. Dans les années 1940, cette dualité s'est intensifiée même. Des milliers de soldats sont passés par Montréal, dépensant de l'argent dans les boîtes de nuit et dans les bordels de la ville. La presse sensationnelle au Canada et aux États-Unis a publié des dizaines d'articles sur le vice et la criminalité dans les nuits de Montréal. On a vu l'émergence de mouvements politiques consacrés à la réforme morale de Montréal. Et après, il est devenu un autre cliché, c'est-à-dire que dans les années 1960, Montréal s'est nettoyé, qu'une ville dont les nuits étaient immorales a été remplacée par une ville dont les nuits sont devenues cosmopolites et sophistiquées. Et beaucoup de ce fameux nettoyage a été mis en place pour l'arrivée en 1967 de l'exposition internationale Expo 67, qui a été vue par le monde entier comme un gros succès. Et en effet, les années 1960 sont connues comme une période de sophistication et d'invention dans les nuits, la vie nocturne de Montréal.
des designers, des architectes collaboraient à produire, par exemple, la première vague de discothèques de Montréal et certains diraient de l'Amérique du Nord, comme la Mousse Discothèque dont vous voyez l'image ici. Et en effet, ceux comme moi qui étudient l'histoire des boîtes de nuit et des discothèques à Montréal, on peut dire que dans les années 1960, la principale influence sur la conception des discothèques et de la vie nocturne plus généralement a été française et européenne. Ensuite, à partir de 1971, 11 ou 72, la principale influence est devenue les discothèques de New York. Il y a comme une new-yorkisation de la vie nocturne de Montréal. Et les années 1970 reste une période très importante dans l'histoire de la vie nocturne de Montréal pour plusieurs raisons. Montréal était reconnu dans le monde entier pour sa contribution à la culture mondiale de la musique disco. Dans le milieu du disco montréalais dans les années 1970, on a pu voir quelque chose qu'on voyait rarement ailleurs dans la culture québécoise, c'est-à-dire des collaborations qui ont traversé les frontières de la langue, de race, d'ethnicité, de sexualité. Disco, la musique disco, la culture disco a pénétré le show business québécois à plusieurs niveaux. Par exemple, à la télévision, voici un tout petit extrait d'une émission Saturn qui a été tournée en direct dans une discothèque montréalaise vers 1977. Mais cette vie nocturne n'était pas appréciée par tout le monde. Il y a eu une panique morale autour des discothèques et de leur effet corrompeur sur la jeunesse du Québec. En 1977, la police de Montréal a également perquisitionné d'importants bars gays dans le centre-ville. Et la réponse de la communauté à ces événements est considérée comme un événement clé dans la formation d'une conscience politique dans la communauté gay à Montréal. À la fin des années 1980, la police s'est tournée vers les fêtes de loft, les événements after hours, dont beaucoup, comme les sex garage parties, restent importants dans l'histoire de la vie nocturne et nocturne LGBTQ, surtout dans la ville. Et durant cette période aussi, on a vu la croissance d'une scène de bars lesbiennes, à la fois dans le village gay émergent, mais aussi dans d'autres parties de la ville. Dans les années 1990, nous constatons que la réputation internationale de Montréal pour sa vie nocturne a été renouvelée de nouveau avec une scène rave assez forte et qui a reçu beaucoup de couverture de la presse mondiale, des clubs importants de after hours comme Sona, des DJ très renommés mondialement comme Tiga. Et ce genre de vie nocturne s'est poursuivi, mais dans les années 2000, la réputation de Montréal en tant que ville nocturne aurait beaucoup à voir avec les scènes rock et post-rock indépendants qui émergent dans les quartiers comme Mile End. Vers 2005, comme vous le savez, sûrement si vous avez vécu ici, Montréal a été nommé le nouveau Seattle, le New Portland, le nouveau Brooklyn, etc. Au cours des 10-15 années, la vie nocturne est vraiment à l'ordre du jour des administrateurs de villes à travers le monde. Beaucoup d'entre vous sont familiers avec les idées d'économie de nuit,
la gouvernance nocturne, les mers de nuit, le développement culturel nocturne, toutes ces idées qui circulent depuis une dizaine d'années à travers le monde. Je pense que nous pourrions dire que malgré sa réputation depuis un siècle de capitale de la vie nocturne, ceux qui gouvernent ou qui ont gouverné Montréal ont été lents à réfléchir sur la façon dont ils pourraient intervenir afin de protéger et de soutenir la culture de la nuit montréalaise. Bien sûr, il y a les grands festivals dont la ville est fière, il y a des expositions spectaculaires de l'éclairage, de la technologie, mais au cours de la dernière décennie, beaucoup de salles de concerts, de spectacles importants sont fermées. La gentrification et la bureaucratie ont conduit à la disparition de nombreuses institutions sur lesquelles la vie nocturne à Montréal a reposé. Ce n'est qu'en 2012 que nous avons vu la première étude de l'économie de nuit, l'économie nocturne d'un des quartiers de Montréal. Et on peut dire qu'il y a eu peu de suivi après sa publication. Maintenant que nous entrons dans notre sommet, nous sommes à un point, je pense, où de nombreux développements intéressants sont en train de converger. Il s'agit notamment de la fondation de MTL 2424 en 2017, la formation d'un conseil de nuit en 2019. Ces développements ont été suivis par la nomination du premier commissaire du bruit et de nuit à Montréal en 2020, la publication d'un diagnostic sur la vie nocturne tout récemment, publication dans laquelle j'ai eu le plaisir d'être impliqué. Et si, dans un sens culturel et créatif, la culture nocturne de Montréal continue d'attirer l'attention du monde entier, nous sommes maintenant à un moment où nous avons besoin d'outils formels et de ressources pour assurer sa survie et sa croissance continuelle. Merci. C'est un tour de force que vient de nous livrer Will Straw, de nous raconter l'histoire des nuits montréalaises comme ça. C'était extraordinairement intéressant. Je le remercie d'avoir pris le temps de nous présenter tout ça.